Bienvenue à Arrêt sur le monde. La guerre au Yémen en est un exemple criant. Des hommes, des femmes et des enfants, surtout, meurent littéralement de faim encore aujourd'hui un peu partout sur la planète. Pourtant, l'humanité aurait la capacité de nourrir tout le monde. Lorsqu'on parle de la faim dans le monde, on utilise de nos jours l'expression « insécurité alimentaire ». Selon la définition, c'est l'état dans lequel se trouve une personne qui a un accès limité à des aliments sains et nutritifs en raison d'un manque de ressources financières ou encore d'un manque d'éducation lié à la nutrition. En 2015, l'insécurité alimentaire avait régressé dans le monde, mais ça n'a pas duré. L'année dernière, l'insécurité alimentaire a gagné du terrain, ramenant l'état de la situation à celui de 2007. Cette progression s'explique notamment par les changements climatiques et l'existence de conflits politiques. Par exemple, au Yémen, la crise alimentaire qui sévit présentement menace de famine près de 20 millions de personnes, soit plus de 70 % de la population de ce pays. Selon l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, la sous-alimentation touchait 821 millions de personnes dans le monde en 2017, soit une personne sur 9. En conséquence, plus de 22 % des enfants sur Terre accusent un retard de croissance. L'insécurité alimentaire est souvent associée à la famine, définie comme un manque de nourriture, mais l'enjeu de la malnutrition rentre également dans la définition d'insécurité alimentaire. En effet, les États doivent de plus en plus faire face à des problèmes de santé publique, comme une augmentation des maladies chroniques liées à une alimentation pauvre en vitamines et trop riche en gras et en sucre. La communauté internationale s'attelle au problème de l'insécurité alimentaire depuis plusieurs années. En 2015, l'ONU a adopté les objectifs de développement durable à atteindre d'ici 2030, dont celui d'éliminer la faim, d'assurer la sécurité alimentaire, d'améliorer la nutrition et de promouvoir l'agriculture durable. Il reste à peine plus de 10 ans pour atteindre ces objectifs. Nos invités en studio pour faire le point sur la situation, Hélène Delille, elle est professeure émérite au département de nutrition de l'Université de Montréal et elle a contribué à la création du centre collaborateur sur la transition nutritionnelle de l'Organisation mondiale de la santé. Dominique Cahouette, il est directeur du réseau d'études des dynamiques transnationales et de l'action collective du Centre d'études et de recherches internationales de l'Université de Montréal, où il est aussi professeur de sciences politiques. À tous les deux, bonjour. Bonjour. Dites-nous d'abord, j'évoquais le Yémen d'entrée de jeu, mais quelles sont les autres régions dans le monde où on retrouve des problématiques de malnutrition, d'insécurité alimentaire? Il y a de nombreux pays, surtout des pays à faible revenu, d'Afrique et d'Asie, même s'il y a des poches d'insécurité alimentaire à caractériser dans d'autres pays. Mais comme on l'a dit dans la vidéo, c'est souvent une question de conflit, sinon de dérèglement climatique. Alors, on note par exemple que les pays où il y a plus de problèmes sont notamment l'Afghanistan, la Sierra Leone, la République centrafricaine, le Yémen, Haïti, des pays pauvres et des pays en situation de conflit. Et quels sont les différents types aussi de problèmes liés à l'insécurité alimentaire qu'on trouve? Je pense qu'on les définit, il y a 3 grandes catégories, la sous-alimentation, la dénutrition et la malnutrition. Voilà. L'insécurité alimentaire caractérisée se manifeste par la sous-alimentation, mais aussi il y a des problèmes de carence de micronutriments, par exemple, de vitamines et de minéraux. Alors, c'est ce qu'on appelle souvent la faim cachée. Donc, ça veut dire qu'on peut manger à notre faim, mais ne pas avoir voilà. les nutriments nécessaires. Tout à fait, tout à fait. On a des besoins en énergie, bien sûr. Et ça, c'est la malnutrition, c'est ça? C'est une forme de malnutrition. Je vais y venir. Oui, allez-y. La dénutrition, en fait, regroupe la sous-alimentation, la faim en tant que telle, et aussi les carences en ces micronutriments. Tout ceci, c'est la dénutrition. Et il y a des problèmes dans de nombreux pays à faible revenu, comme je le disais, en raison d'un défaut de ressources, mais aussi des gens qui mangent à leur faim, mais qui n'ont pas une alimentation suffisamment variée pour répondre à tous ces besoins en à peu près 25 nutriments. D'accord. Et les problèmes liés à l'insécurité alimentaire n'ont pas toujours été les mêmes. Il y a eu une transformation de ces problèmes-là dans le temps. On parle beaucoup moins maintenant de famine, sauf les famines générées par l'homme lorsqu'on prive les populations de l'aide alimentaire. Mais disons qu'en général, il y a beaucoup moins de ces grandes famines. Maintenant, il y a une sous-alimentation moins aiguë, disons, mais il y a aussi
la dénutrition en raison de ces carences dont je parlais. Mais aussi, on note de plus en plus qu'il y a coexistence de ce qu'on appelle la dénutrition, mais aussi ce qu'on appelle les troubles de surcharge, c'est-à-dire l'obésité. Oui, c'est paradoxal de voir que dans certaines régions du monde, on est aux prises avec des problèmes d'obésité. C'est le cas aux États-Unis, mais en Europe aussi, et que dans d'autres régions du monde, mais on est aux prises avec des problèmes de sous-alimentation. Mais vous parlez de transformation des problèmes. En voilà une, c'est qu'on assiste à une coexistence des troubles de carence, donc dénutrition, et des troubles de surcharge, donc obésité, surtout dans les villes, dans les pays à faible revenu, par exemple d'Afrique. Donc, cette coexistence-là existe parfois même à l'intérieur d'un seul et même pays. À l'intérieur d'un seul et même pays, mais parfois même à l'intérieur d'un même ménage, où vous auriez une femme en surpoids et un jeune enfant qui présente une carence, un retard de croissance. Et ça, c'est nouveau, donc? C'est assez récent et c'est sur quoi nous avons beaucoup travaillé, ce double fardeau. Mais vous savez, parfois, la cause est identique, c'est-à-dire la pauvreté peut amener les adultes à être obèses parce que les aliments peu chers sont riches souvent en énergie et en gras, alors que ces aliments peu chers et peu diversifiés vont entraîner la malnutrition chez les enfants. Je vois. On parlait des causes. Vous avez évoqué, et on l'a vu dans la vidéo également, les changements climatiques qui entraînent toutes sortes de problèmes liés à l'agriculture. Mais le principal responsable, il faut le dire, c'est nous, c'est l'humain. Oui, exactement. Il y a toutes sortes de mythes et ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'il y a une ressurgence des mythes que la surpopulation serait un des problèmes de la faim dans le monde et que les changements climatiques aggraveraient le problème et un espèce d'argument néo-malthusien qui serait de retour. Et ça m'inquiète particulièrement parce qu'essentiellement, les questions de faim et de malnutrition sont la résultante d'actions humaines. C'est-à-dire qu'on aurait la possibilité d'alimenter l'ensemble de la planète, on aurait la possibilité de mettre en place des politiques agraires qui pourraient répondre aux besoins nutritifs. Et donc, je pense qu'il faut revenir aux raisons structurelles. Je pense que Mme Delisle les a évoquées un peu, mais il y a des questions qui sont d'agroalimentaire qui sont directement liées aux actions des êtres humains. Donc, la famine, il y a une chercheure française qui dit que la famine, c'est une arme politique. Et c'est la résultante d'actions de décideurs ou de décideuses. Mais on le voit d'ailleurs en ce moment au Venezuela, par exemple, au Yémen, bien sûr, mais au Venezuela, où des gens tentent d'empêcher l'entrée de l'aide humanitaire qui inclut de l'aide alimentaire dans le pays. Donc, ce qui m'amène à la résolution qui a été adoptée l'an dernier par les Nations unies, la fameuse résolution 2417, qui veut empêcher les acteurs étatiques et non étatiques, je crois, d'utiliser la faim comme arme de guerre, parce qu'il faut bien le dire, c'est une arme de guerre, la faim, en ce moment dans le monde. Oui, mais c'est pas nouveau, hein. Déjà en 2002, il y a une chercheure française, Sylvie Brunel, qui avait dit, au fond, les famines sont le produit de la géopolitique, la malnutrition, celle du sous-développement. Et dans les deux cas, elle identifiait des causes qui étaient des causes politiques, des causes reliées aux intérêts de certains groupes. Et si on fait une liste de ce qui peut expliquer ces famines ou la faim dans le monde, les politiques agraires, on a des politiques agraires qui sont souvent axées sur les marchés d'exportation. Les pays se font inciter à exporter leur production alimentaire alors que la production alimentaire, elle pourrait servir à sa population. Le poids des villes, la question de l'urbanisation est de plus en plus importante. Où se font les rébellions, les émeutes, c'est dans les villes. Donc, on subventionne souvent les prix bas dans les villes pour permettre de calmer la population au détriment des populations rurales. Qui, elles, donc, par conséquent, engrangent moins de profits sur la vente de leurs produits. C'est le raisonnement. C'est souvent ça. Ça devient de plus en plus difficile. L'autre phénomène qui est lié à la crise de 2008-2009, c'est le phénomène d'accaparement massif des terres, de ce qu'on dit en anglais, le land grabbing, qui s'est accéléré. C'est ironique qu'on a le roi de la rose qui soit en Éthiopie. C'est un producteur indien qui a accaparé des dizaines de milliers d'hectares en Éthiopie pour faire des roses, en disant « Je suis comme Christophe Colomb, c'était des terres, il n'y avait personne et je plante des roses ». En Guinée-Bissau, on est allé avec des chercheurs, des étudiants, puis il y avait une compagnie espagnole qui plantait du riz pour le marché espagnol, du riz biologique, du riz enrichi, alors que la Guinée-Bissau dépend de l'aide alimentaire qui passe via le Sénégal. C'est des contradictions aberrantes et qui sont liées, moi je dirais, à la géopolitique et l'action des décideurs. Vous le disiez tout à l'heure, mais j'aimerais qu'on y revienne, on serait capable de résoudre l'insécurité alimentaire, on serait capable de nourrir tout le monde.
Bon, il y a des pays comme l'Inde. On a toujours pensé que l'Inde, c'est un pays où il y avait des grandes famines. L'Inde a mis en place des politiques de redistribution des biens, de stockage pour les périodes où il y a des denrées. Et ça date pas d'hier. C'est-à-dire que en France, on avait déjà eu des problèmes sous Louis XIV où on avait commencé à accumuler des biens ou mettre en place des possibilité de redistribuer, de stocker des produits alimentaires. Donc aujourd'hui, on a les outils, on a l'information plus qu'on n'a jamais eu, on pourrait mettre en place des politiques qui permettraient de redistribuer et de prévenir, d'anticiper, même sous les changements climatiques. Alors d'ailleurs, c'est donc dire que les objectifs des Nations unies pour 2030, d'éradiquer essentiellement la faim dans le monde, sont atteignables, mais est-ce que c'est réaliste de penser les atteindre? Effectivement, ces objectifs de développement durable tracent le plan de ce qui devrait être fait pour en arriver à résoudre les problèmes à travers le monde, dont la faim et la dénutrition et la malnutrition. Je pense que comme tous ces grands objectifs, il s'agit d'idéaux qui mobilisent les actions. Est-ce qu'on va les atteindre? C'est à espérer. Mais enfin, tous les éléments nécessaires sont là. Le problème, c'est souvent l'implémentation, c'est-à-dire la mise en œuvre des actions. Ce n'est pas ce qu'on doit faire, on le sait, et les investissements en nutrition sont très rentables. Si on investit $1 dans une intervention nutritionnelle, c'est 15 $ de bénéfices qui en ressort pour le développement. Donc, ce sont des investissements très intéressants. Maintenant, j'ajouterais à ce que mon collègue a dit, qu'il y a aussi pour la malnutrition des enfants des problèmes, au-delà des problèmes alimentaires, c'est un défaut d'accès aux soins de santé et défaut d'hygiène ou d'assainissement dans l'environnement. De sorte que la malnutrition, c'est la conjonction de sous-alimentation ou alimentation inadéquate et de problèmes de santé, notamment les infections qui sont si fréquentes chez les jeunes enfants. Le mot de la fin, je vous pose la même question. Selon vous, est-ce réaliste d'éradiquer la faim dans le monde d'ici 2030? Bien, tout est possible, mais c'est des questions de choix, de politique. Je pense que le discours maintenant sur la transition, à mon avis, est peut-être porteur, parce que cette transition est une transition énergétique, une transition climatique, une transition de choix d'alimentation. Les gens commencent à être de plus en plus sensibles aux produits qu'ils consomment. Donc, il y a un poids important, mais l'action des institutions internationales sera valable, aura un effet s'il y a un effet d'entraînement. Et je pense que les gens, souvent les citoyens ne réalisent pas qu'il y a un pouvoir d'influence. Et je pense que l'idée de cette transition-là est de commencer à penser la transition aujourd'hui. Elle est peut-être porteur et permettra peut-être d'atteindre en partie au moins les objectifs qui sont établis. Dominique Cahouette, directeur du réseau d'études des dynamiques transnationales et de l'action collective au Cerium et professeur de sciences politiques à l'Université de Montréal. Hélène Delisle, professeure émérite du département de nutrition de l'Université de Montréal et co-créatrice du Centre Transnut de l'OMS. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Merci beaucoup.